Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce qui constituera l'ultime séance, l'ultime épisode consacré à la séquence 7 du programme d'histoire de 4e, intitulé La Révolution française et l'Europe entre 1792 et 1815, l'occasion de dire adieu à Napoléon Ier et à la Révolution française par la même occasion. Et nous allons donc entamer l'étude du 4e dossier consacré au Congrès de Vienne et au problème des nationalités en Europe. Et vous verrez qu'il y a un lien évident, et c'est d'ailleurs tout à fait logique, avec la séance précédente que nous avons consacrée à l'éveil brutal du sentiment national en Europe. Grand E, le Congrès de Vienne et les problèmes de nationalité en Europe. Et la problématique sera la suivante: en quoi la carte du Congrès de Vienne de 1815 est-elle à l'origine des problèmes de nationalité en Europe au XIXe siècle? Alors, je suis bien conscient que, formulé ainsi, problématique ne doit pas encore beaucoup vous parler, tout simplement parce que vous ne savez pas encore ce que c'est que le Congrès de Vienne et vous ne savez pas davantage ce que c'est qu'un problème de nationalité. Mais justement, si je fais bien mon boulot, à la fin de la séance, vous saurez ce que signifie l'un, ce que signifie l'autre. Et normalement, la problématique non seulement ne devrait plus vous poser de problème, mais en plus, vous devriez avoir la réponse à la question. Alors, comme nous l'avons vu lors de la séance précédente, les Européens se sont révoltés de manière désordonnée, successive contre l'oppression française, les Espagnols le 2 mai 1808, les Tyroliens l'année d'après. Bon, mais le tournant, ça a été encore une fois ce qu'on a appelé la retraite de Russie, le terrible hiver 1812-1813, au cours duquel Napoléon a subi un revers militaire définitif, décisif, dont il n'a jamais pu se remettre, et qui a permis aux Européens d'unir leurs forces contre l'ogre français, et ça a été la 6e coalition européenne. Cette 6e coalition, en réalité il en a fallu une 7e, mais je passe les détails parce que c'est pas vraiment votre programme. Enfin bref, les Européens ont fini par détruire définitivement Napoléon Ier et son empire. Le 18 juin 1815, c'est le coup de grâce, c'est l'ultime défaite, c'est l'ultime bataille livrée par l'Europe contre l'Empire français. Nous sommes dans la banlieue de Bruxelles, à Waterloo, le 18 juin 1815. Ce qui reste de troupes fidèles à l'empereur des Français est littéralement balayé par les Britanniques et leurs alliés prussiens, balayés comme des fétus de paille, balayés comme des grains de poussière, balayés comme des déchets, des immondices, rejetés vers Paris, rejetés même, d'après la caricature, jusque dans la Manche. Donc c'en est bel et bien fini avec la défaite, le désastre de Waterloo, de la domination et même de l'existence de l'Empire français sur l'Europe. Et les Européens s'en sont donnés littéralement à cœur joie après Waterloo.
en caricaturant plus que jamais l'empereur déchu. Et vous avez par exemple cette caricature allemande qui n'est pas tendre avec Bonaparte. Alors il faut la lire de gauche à droite. C'est une sorte de frise chronologique imagée, où tout en bas à gauche on aperçoit le jeune Bonaparte enfant, qui va devenir soldat, qui va devenir général, qui va devenir consul, qui va atteindre son apogée tout vêtu d'écarlate quand il va prendre le titre de Kaiser, c'est-à-dire le titre d'empereur. Et là, il a atteint le sommet de sa puissance, son apogée. Et par la suite, après avoir monté les degrés de la gloire et de la puissance, eh bien, il va les dévaler de plus en plus vite jusqu'à l'effondrement final. Et comme c'est une gravure allemande, on insiste naturellement sur le rôle joué par les peuples allemands en bas à droite pour faire chuter l'empereur des Français. Et j'aperçois un uniforme bavarois, un uniforme prussien en particulier, parce qu'il fallait bien faire comprendre que les Allemands avaient joué un rôle majeur, puisqu'il s'agit d'une caricature allemande. Il faut flatter l'ego national, il faut flatter le sentiment national et expliquer que les Allemands ont joué un rôle majeur dans l'effondrement du tyran français. Sans même attendre la défaite finale de Waterloo et donc l'effondrement de l'Empire français, l'empereur d'Autriche, François Ier, a convié dans sa bonne capitale de Vienne tous les grands dirigeants des États en guerre contre Napoléon Ier et l'Empire français. Et dès septembre 1814 et jusqu'au 9 juin 1815, ça fait presque 9 mois, 10 mois, eh bien, le sort non seulement de la France, mais aussi de l'Europe, va être décidé par les grands vainqueurs de Napoléon Ier. C'est ce qui explique pourquoi, sur la caricature que nous allons étudier, les grands personnages qui représentent donc des rois ou des empereurs pour la plupart, se disputent des morceaux de cartes de l'Europe, parce que les participants au congrès de Vienne vont considérer l'Europe véritablement comme un gâteau dont il convient de procéder au partage, mais évidemment chacun va avoir la tentation de se réserver la part la plus importante. Alors, on ne va pas attendre la fin de la séance pour faire ensemble l'exercice habituel. L'exercice habituel, il intervient dès maintenant. Je vais vous demander de prendre la peine de lire la petite légende que j'ai confectionnée à votre intention et d'identifier sur la planche 4 que vous devez avoir, non, sur la planche 7, excusez-moi, que vous devez avoir devant vous, qui est disponible sur le NT, vous devriez pouvoir retrouver assez facilement l'identité des 7 personnages de cette caricature et marquer dans les cases vierges le numéro correspondant à chacun d'entre eux. Mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement le travail. Alors, avant de faire apparaître le corrigé proprement dit, je vais vous disséquer cette gravure qui est fort bien faite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous l'ai proposée comme objet d'étude.
Alors, vous avez ce personnage sur la gauche qui est le grand gagnant, enfin l'un des grands gagnants, le grand gagnant français. C'était pas évident d'avance parce que la France est en position de très grande faiblesse puisqu'elle a été l'ennemi commun combattue par tous les Européens et qu'elle est vaincue. Donc la France n'a pas véritablement de cadeau à attendre de la part des Européens. Eh bien si, certains peuvent attendre des cadeaux, et en particulier Louis XVIII, le comte de Provence, le frère de Louis XVI, qui avait prudemment quitté le royaume de France dès les débuts de la Révolution en 1789, qui avait émigré, qui depuis 1789 vivait à l'étranger en attendant que la chance, que la fortune, la providence, Dieu, peu importe, le hasard, lui permettent de retrouver le trône de France. Et ce beau jour qu'il a tant attendu arrive en 1815, puisqu'il récupère la couronne des rois de France, la couronne des rois capétiens, et il l'obtient des mains de l'empereur de Russie, le tsar Alexandre Ier, qui est considéré, on peut le considérer ainsi, comme le grand vainqueur de Napoléon Ier, puisqu'encore une fois, c'est grâce à lui que Napoléon était vaincu à partir de l'hiver 1812. Et quand cette gravure a été faite, c'est-à-dire en plein congrès de Vienne, eh bien, les troupes russes étaient présentes à Paris, qu'elles occupaient militairement. Et donc, ça nous explique pourquoi on voit le tsar de Russie, Alexandre Ier, offrir la couronne des rois de France à Louis XVIII. Pendant ce temps, l'empereur des Français, Napoléon Ier, est littéralement éjecté de son trône d'empereur. Voilà, parce qu'il ne faut pas se tromper et pas faire un contresens sur l'image. Napoléon Ier n'est pas en train de s'asseoir et l'homme en rouge n'est pas en train de l'aider à s'asseoir, c'est tout le contraire. L'homme en rouge est Lord Castlereagh. Lord Castlereagh, c'est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Pitt, ce gouvernement britannique qui a consciencieusement fait la guerre à Napoléon Ier pratiquement sans interruption depuis 1805 et qui a contribué très largement à la défaite de la France, de l'Empire français de Napoléon Ier. Et Lord Castlereagh est en train de s'emparer de Napoléon Ier, tout simplement parce que, effectivement, quand Napoléon Ier a été vaincu, alors il n'a pas été fait prisonnier sur le champ de bataille de Waterloo, mais il s'est rendu aux Britanniques quelques jours après, et les Britanniques lui ont fait croire qu'ils allaient l'autoriser à prendre le chemin de l'exil là où il le souhaitait, en Amérique en particulier, et en réalité les Anglais l'ont donc capturé, fait prisonnier, et l'ont déporté sur l'île de Sainte-Hélène, perdu en plein milieu de l'Atlantique, presque à mi-chemin entre l'Afrique à l'est et l'Amérique du Sud à l'ouest, et c'est ce qu'a voulu montrer le caricaturiste, à mon avis, c'est que les Anglais ont fait prisonnier l'empereur des Français. Et c'est bien sûr une allusion aussi à la victoire de Waterloo qui signe la fin du Premier Empire. Le personnage qui repart avec un gros morceau de carte sous le bras, qui a l'air très satisfait, il a raison de l'être, ce personnage, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que du roi d'Espagne, Ferdinand VII, celui-là même qui avait été obligé d'abdiquer, qui avait été obligé de renoncer à la couronne d'Espagne, qui avait même été, d'une certaine façon, était le prisonnier de Napoléon Ier entre 1808 et 1814, et qui, à la faveur de la défaite de Napoléon Ier, va non seulement retrouver sa liberté, mais va retrouver aussi son trône,
celui qu'il occupait avant d'en être chassé par les Français et d'être remplacé par Joseph Bonaparte. Et donc ce personnage, c'est Ferdinand VII, qui rentre avec son pays sous le bras. Autrement dit, il redevient monarque d'Espagne et surtout, au grand désespoir du peintre Francisco de Goya, il redevient un monarque absolu. Pendant que le roi d'Espagne récupère son bien, eh bien vous avez un autre monarque absolu, Frédéric Guillaume III, qui est très occupé à récupérer des mines de charbon et les territoires qui sont associés à ces mines de charbon et qui auparavant appartenaient au royaume de Saxe. Et bien, tout simplement parce que Frédéric Guillaume, qui a participé à plusieurs guerres contre Napoléon, dont les troupes ont participé à la victoire de Waterloo le 18 juin 1815 sur Napoléon, a l'intention de profiter de sa victoire non seulement pour s'agrandir, et s'agrandir au détriment du roi de Saxe, mais le roi de Saxe ayant été un allié de Napoléon, eh bien on va punir cet allié en lui prenant des territoires. Je vous rappelle que le roi de Saxe était en même temps, rappelez-vous, il était le grand-duc polonais, le grand-duc de Varsovie. Donc le duché de Varsovie va disparaître, et le roi de Saxe va sauver sa couronne de justesse, mais il va y laisser la moitié de son royaume, récupéré par la Prusse. Et la Prusse fait d'une pierre deux coups, parce que non seulement elle conquiert des territoires, donc la Prusse va s'agrandir considérablement. J'ai dit que la Saxe avait été divisée par deux, mais vous allez voir que la Prusse, c'est le contraire. Elle a doublé. Mais en plus, elle s'empare de territoires qui sont riches en charbon. Or, on ne le sait pas encore, mais l'Europe est à la veille de ce qu'on appellera l'âge industriel. Ça sera notre prochaine séquence d'histoire. Et l'Europe va s'industrialiser, va s'enrichir au XIXe siècle. Or, il se trouve que l'âge industriel repose sur l'exploitation du charbon. Donc, en s'emparant des mines de charbon, le roi de Prusse a véritablement gagné le jackpot. Et enfin, l'empereur d'Autriche, François Ier. Alors, je vous rappelle que c'est l'hôte du congrès de Vienne, puisque c'est lui qui a invité les autres dirigeants européens à venir soit personnellement, soit, dans le cas par exemple de l'Angleterre, du Royaume-Uni, c'est pas George III qui est venu, mais c'est Lord Castlereagh, bon peu importe. Donc c'est l'hôte de la conférence. C'est aussi l'un des grands vainqueurs de Napoléon Ier, et il doit, je pense, savourer sa victoire, parce que il en a vu des vertes et des pas mûres, François Ier d'Autriche, avec l'empereur des Français, parce que l'empereur des Français lui a infligé la terrible humiliation d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Il lui a aussi imposé, Napoléon, d'épouser sa fille, parce que quand Napoléon a voulu assurer la dynastie napoléonienne, donc autrement dit, quand il a voulu avoir un fils capable de lui succéder à sa mort, eh bien, Joséphine de Beauharnais étant beaucoup trop âgée pour lui donner un fils, Napoléon l'a répudié, c'est-à-dire que il en a, pour ainsi dire, divorcé, pour faire simple, et donc il lui a fallu trouver une femme plus jeune, capable de lui faire un enfant, et si possible la femme d'un roi ou d'un empereur européen. Et c'est donc tombé sur la fille de l'empereur d'Autriche, qui n'a pas eu d'autre choix que de laisser sa fille épouser Napoléon Ier. Donc il en a vu des vertes et des pas mûres, il en a avalé beaucoup des couleuvres, l'empereur d'Autriche, avec Napoléon, avec ce maudit Napoléon.
Donc là, il va prendre une revanche éclatante. Et là, l'empereur, lui aussi, il est agenouillé, comme le roi de Prusse, parce que l'empereur d'Autriche, il est en train de fourrer son sac avec des morceaux entiers de cartes d'Europe. Ce que l'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il en a plein les poches aussi, c'est que l'empereur d'Autriche, il est en train de multiplier les conquêtes, il est en train de multiplier les annexions. Lui qui était contre une Europe française, eh bien l'empereur d'Autriche n'a rien contre une Europe autrichienne. Alors voilà le corrigé officiel de l'exercice. Donc en 1, le tsar de Russie, en 2, les Anglais représentés par Lord Castlereagh, en 3, l'empereur d'Autriche François Ier, en 4, le roi de Prusse Frédéric Guillaume III, en 5, Louis XVIII retrouve le trône de France, en 6, le roi d'Espagne Ferdinand VII, et en 7, Napoléon Ier, qui est éjecté de son trône. Comme le laissait entendre la caricature du congrès de Vienne que nous venons d'étudier, les grands vainqueurs de Napoléon Ier ont multiplié les conquêtes, les annexions de territoire, et finalement ils ont fait ce qu'ils reprochaient à Napoléon Ier d'avoir fait avant eux et contre eux. Et sur la carte que vous avez maintenant présentement sous les yeux, vous pouvez apercevoir les frontières qui ont été fixées par le Congrès de Vienne aux différents pays d'Europe. C'est véritablement un rebrassage complet. On a redessiné à partir pratiquement d'une carte vierge, on a redessiné les contours des États et il y a eu des gagnants. Mais il y a eu aussi des perdants. D'ailleurs, on va peut-être commencer par les perdants. Parmi les perdants, la France, qui revient à ses frontières de 1789, mais qui n'a quand même pas tout perdu, parce qu'elle aurait pu tout simplement être rayée de la carte par les vainqueurs. Par contre, vous l'aurez noté, non seulement la France est revenue à ses frontières d'avant la Révolution française, mais en plus, l'Empire français est devenu le royaume de France, puisque, je vous le rappelle, Louis XVIII a récupéré la couronne des rois de France. Autre grand perdant, c'est le Grand-Duché de Varsovie. Vous pouvez le chercher longtemps sur la carte. Alors effectivement, il y a marqué Pologne, mais en fait c'est le peuple polonais, et le peuple polonais, il fait maintenant partie de l'Empire russe, c'est-à-dire que le Grand-Duché de Varsovie a disparu puisqu'il a été partagé entre les Russes et les Prussiens, qui eux par contre sont les grands vainqueurs. Donc il y a les gagnants, il y a les perdants, et il est clair que les grands vainqueurs de Napoléon sont aussi les grands gagnants. Alors à tout seigneur, tout honneur. Le premier des grands vainqueurs de Napoléon Ier à rafler la mise, c'est l'Empire russe du tsar Alexandre Ier, qui multiplie les conquêtes à l'est de l'Europe, puisqu'il va s'emparer de la Finlande, mais comme je viens de le dire, d'une bonne partie du Grand-Duché de Varsovie, et également de ce territoire qu'on appelle la Bessarabie, autour de la mer Noire. Mais le royaume de Prusse, lui, a doublé de superficie, puisque ce qui est en vert clair, la Rhénanie, une partie de la Saxe
et la Posnanie sont des territoires qui ont été conquis, annexés par le royaume de Prusse à l'occasion du congrès de Vienne. Donc le royaume de Prusse a doublé de superficie et c'est devenu un curieux pays parce que un pays coupé en deux. Parce que la Rhénanie, la région du Rhin, la région la plus à l'ouest du royaume de Prusse, est séparée du reste du royaume. Donc on voit bien que c'est un peu temporaire, que probablement qu'un jour ou l'autre les Prussiens voudront unifier leur territoire. L'Empire d'Autriche est aussi un des grands gagnants. Il va en particulier récupérer ce qu'il avait perdu par la faute de l'empereur des Français Napoléon Ier. Il va récupérer le nord de la péninsule italienne. Il va récupérer son cher Tyrol. Il va récupérer la Lombardie, la région de Milan. Il va récupérer la Vénétie, la région de Venise, entre autres choses. Quant aux Britanniques, si on ne regarde pas très attentivement la carte, on peut se dire qu'ils sont un peu les dindons de la farce, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont beaucoup souffert, hein, rappelez-vous le blocus continental, pour pas gagner grand-chose. Et bien en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont gagné, alors il faut bien regarder parce que sur la carte c'est pas très visible, si vous regardez au milieu de la Méditerranée, au sud de la Sicile, ils ont gagné l'île de Malte. Et à l'ouest de la Grèce, ils ont gagné les îles Ioniennes. Alors c'est tout petit, c'est des miettes perdues au milieu de la Méditerranée. On pourrait se dire que vraiment c'est pas grand-chose. Mais pour les Britanniques c'est essentiel, parce que l'île de Malte est au cœur de la Méditerranée. Malte va devenir une base navale britannique. Autrement dit, les Britanniques prennent le contrôle de la mer Méditerranée. Et il s'assure d'autres bases de ravitaillement au large de la Grèce. Donc en réalité, les Britanniques y trouvent également leur compte. L'Europe est un gâteau et les grands vainqueurs de Napoléon s'en sont gardés les meilleures parts. La Russie, l'Autriche, la Prusse et le Royaume-Uni. Et malheur aux vaincus, France, Grand-Duché de Varsovie entre autres. Mais le congrès de Vienne ne se limite pas à un savant redécoupage de la carte du continent européen au mieux des intérêts russes, autrichiens, prussiens ou britanniques. Ça va au-delà, parce que les grands vainqueurs de Napoléon sont aussi des grands monarques absolus. Et ces grands monarques absolus ont eu peur. Ils ont eu peur parce que la Révolution française a contaminé leur peuple, leur pays, l'esprit de leurs sujets. Et même si les Européens ont rejeté le Code civil, ont rejeté finalement les bienfaits de la Révolution parce que Napoléon a maladroitement voulu les leur imposer de force, les monarques absolus savent très bien que les Européens ils sont tout à fait d'accord pour bénéficier de la liberté, de l'égalité. Or, les monarchies absolues reposent justement sur l'absence de liberté et l'absence d'égalité. Et l'empereur de Russie, comme l'empereur d'Autriche, comme le roi de Prusse, puisqu'il s'agit de ces trois personnages qui sont représentés sur cette gravure, sont très inquiets à l'idée qu'en France, ou n'importe où ailleurs, y compris dans leur propre empire, se dresse un nouveau Robespierre, un nouveau Mirabeau, un nouveau Bonaparte, et qu'une révolution éclate à nouveau, et accouchent d'une nouvelle menace directe pour leur trône. Et c'est pour cela que l'empereur de Russie, Alexandre Ier, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, et l'empereur d'Autriche, François Ier, vont se jurer mutuellement, solennellement,
une fidélité entre leurs trois nations et entre leurs trois empires absolus. Et voici le texte de ce traité que l'on va appeler la Sainte Alliance, parce qu'elle a une dimension religieuse, hein. Vous avez aperçu le grand crucifix derrière les trois personnages. Alors d'ailleurs c'est assez drôle, parce que ces trois personnages représentent les trois branches de la chrétienté, puisque l'empereur d'Autriche est catholique, le roi de Prusse est protestant, et le tsar de toute la Russie, lui, il est orthodoxe. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'on reste entre chrétiens, et on reste surtout entre ennemis déclarés de la révolution, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit française ou non. Et voilà ce que les trois hommes se jurent. Conformément aux paroles des saintes écritures, autrement dit la Bible, qui ordonne à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractants, c'est-à-dire signataires du traité de la Sainte Alliance, demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble, et se prêteront en toute occasion assistance, aide et secours pour protéger la religion, la paix et la justice, autrement dit la monarchie absolue. Et en 1848, quand éclatera toute une série de révolutions en Europe, on verra par exemple des troupes russes venir en Autriche, pas pour envahir l'Autriche, pas pour profiter de l'occasion, mais venir secourir la monarchie absolue autrichienne, alors en grand danger. Les Britanniques ne sont pas concernés par ce traité de la Sainte Alliance, tout simplement parce que le Royaume-Uni de George III n'est pas une monarchie absolue. Donc les Britanniques, eux, liberté, égalité, ça leur va bien. Mais et les peuples européens qui ont été des acteurs de premier plan de la lutte contre l'oppression française, qu'est-ce qu'ils en pensent du Congrès de Vienne ? Eh bien, les peuples européens sont très amers, sont très déçus, parce qu'on leur a volé leur combat et on leur a volé leur victoire. Et pour le comprendre, ben, rien ne vaut ce témoignage d'un étudiant allemand, d'un patriote allemand, un jeune westphalien qui va se réunir avec d'autres Allemands pour fêter l'anniversaire de la bataille de Leipzig, le 4e anniversaire de la victoire de Leipzig. On est donc maintenant en 1817, 4 ans après la victoire contre Napoléon, 2 ans après la signature du Congrès de Vienne et du traité de la Sainte Alliance. Et ce jeune étudiant, qui s'appelle Riemann, va rappeler à ses camarades les efforts incroyables de la jeunesse allemande en 1813 et 1814 pour affranchir, c'est-à-dire pour libérer la patrie allemande du joug de l'étranger, comprenez par là de la domination française. Il rappela que le but de l'expulsion des Français avait été en effet atteint. Bah oui, les Français ont été chassés d'Allemagne. Mais quel a été le dénouement de cette tragédie? Une réunion de despotes, c'est-à-dire de monarques absolus, de dictateurs, de tyrans, au lieu d'accorder au peuple le fruit de ses travaux, a établi un système de brigandage et d'injustice. Brisons les fers de l'Allemagne et jurons de mourir plutôt que de souffrir cette tyrannie. Ben oui, les Allemands ils sont pas contents, parce que il suffit de regarder la carte pour comprendre. Évidemment, quand on est un Prussien, on est content parce que, encore une fois, la Prusse a pratiquement doublé de superficie, a multiplié les conquêtes territoriales. Mais si vous regardez bien le puzzle allemand, il est toujours émietté, il est toujours fragmenté en de nombreuses pièces. Alors, la Confédération du Rhin, créée par Napoléon Ier sur les ruines du Saint-Empire, a changé de nom. On l'appelle, avec le congrès de Vienne, on l'appelle maintenant la Confédération germanique. Bon, mais ça change franchement pas grand-chose. Quand on est un jeune Westphalien, on souffre du fait que il manque
un État qui s'appellerait l'Allemagne et qui réunirait ensemble les Hanovriens, les Rhénans, les Westphaliens, les Bavarois, les Saxons, les Prussiens, tous ces peuples qui rêveraient de vivre libres et au sein d'un même pays. Et ça, visiblement, ils ne l'ont pas obtenu. Et c'est pour cela que Arminius Riemann brûle publiquement le texte du Congrès de Vienne pour exprimer que, aux yeux des Allemands, le Congrès de Vienne n'a aucune valeur. On alluma un grand feu et les actes du Congrès furent jetés dans les flammes au cri de « Vive la liberté ! Périssent les tyrans et leurs perfides ministres !» Et le comte de Bombelle qui rapporte ces paroles, c'est-à-dire l'ambassadeur d'Autriche, est très inquiet parce que justement il a bien mesuré que les peuples européens sont au bord de la révolution et que certes Napoléon est maintenant exilé loin de l'Europe, il ne représente plus une menace, d'accord, la France a été vaincue, ramenée à ses frontières de 1789, mais les idées révolutionnaires ont fait leur chemin dans les esprits. Et ça n'est qu'une question de temps avant que les Européens ne se révoltent contre leurs monarques absolus. Il est très inquiet, le comte de Bombelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que Arminius Riemann sera arrêté et que dans les États allemands, la commémoration de la victoire de Leipzig sera désormais interdite. On n'est pas libre dans des monarchies absolues. Et on est encore moins libre de critiquer le monarque absolu. Nous allons finir notre séance par l'étude d'une nouvelle carte qui reprend les contours de la carte de l'Europe telle qu'ils ont été dessinés par le Congrès de Vienne. Vous avez donc les frontières des pays européens en noir, ce sont les frontières de 1815, donc les frontières du Congrès de Vienne. Mais cette carte, qui au passage, vous le remarquerez, est très colorée, a un intérêt particulier, c'est qu'elle nous montre le peuplement européen. En fait, la thématique de la carte, si vous regardez la légende, c'est les langues. Les langues germaniques, les langues latines, les langues slaves, c'est-à-dire celles de l'Europe de l'Est, et les autres langues, comme le hongrois par exemple, ou le letton, ou le grec. Bon. Mais en réalité, la carte des langues recoupe la carte du peuplement. Si je prends par exemple l'exemple de la France est peuplée très majoritairement de Français. Bon, ça surprendra personne, mais on voit bien que, en ce qui concerne la Lorraine et l'Alsace, c'est-à-dire les territoires qui sont les plus au nord-est de la France, eh bien, les Français qui y vivent parlent et comprennent l'allemand, tout simplement parce qu'il y a des Allemands ou des descendants d'Allemands qui vivent dans ces territoires. De la même manière qu'à l'autre extrémité, à l'ouest, vous avez les Bretons qui certes sont des Français, mais qui sont d'origine bretonne et qui continuent à parler et à comprendre le breton. Donc en fait, on a la carte des peuples. Alors, si on prend par exemple le cas des Portugais, c'est le cas le plus simple. Au Portugal, vivent des Portugais, donc tout va bien. Les Portugais ont leur pays, c'est parfait. Si on prend le cas de la France, que je viens d'expliquer, bon, la France est très majoritairement peuplée de Français, ou de gens comme les Bretons, les Basques ou les Alsaciens, qui se considèrent malgré tout comme des Français, il n'y a pas de souci. Mais si vous prenez, par exemple, l'Empire d'Autriche,
qu'on peine à trouver sur la carte parce que il y a tellement de couleurs. Regardez l'Empire d'Autriche. On trouve des gens qui parlent les langues germaniques, l'autrichien. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des Autrichiens en Autriche. Jusque-là, tout va bien. Mais dans cet Empire d'Autriche, on va trouver aussi des Italiens, puisque le nord de l'Italie, le nord-est et le nord d'Italie, ça fait partie de l'Empire d'Autriche. Et les Italiens du Nord ne se considèrent pas comme des Autrichiens. On va trouver des Hongrois. On va trouver des Slovènes, des Croates, des Tchèques, des Slovaques. J'ai surligné les contours de l'Empire d'Autriche en rouge pour que vous le voyez bien sur la carte. Il y a plus de 25 peuples différents qui vivent en partie ou en totalité dans l'Empire d'Autriche. Et là, ça pose un grave problème de nationalité. Nous allons finir notre séance par l'étude d'une nouvelle carte qui reprend les contours de la carte de l'Europe telle qu'ils ont été dessinés par le Congrès de Vienne. Vous avez donc les frontières des pays européens en noir, ce sont les frontières de 1815, donc les frontières du Congrès de Vienne. Mais cette carte, qui au passage, vous le remarquerez, est très colorée, a un intérêt particulier, c'est qu'elle nous montre le peuplement européen. En fait, la thématique de la carte, si vous regardez la légende, c'est les langues. Les langues germaniques, les langues latines, les langues slaves, c'est-à-dire celles de l'Europe de l'Est, et les autres langues, comme le hongrois par exemple, ou le letton, ou le grec. Bon. Mais en réalité, la carte des langues recoupe la carte du peuplement. Si je prends par exemple l'exemple de la France est peuplée très majoritairement de Français. Bon, ça ne surprendra personne. Mais on voit bien que, en ce qui concerne la Lorraine et l'Alsace, c'est-à-dire les territoires qui sont les plus au nord-est de la France, eh bien, les Français qui vivent parlent et comprennent l'allemand, tout simplement parce qu'il y a des Allemands ou des descendants d'Allemands qui vivent dans ces territoires. De la même manière qu'à l'autre extrémité, à l'ouest, vous avez les Bretons qui certes sont des Français, mais qui sont d'origine bretonne et qui continuent à parler et à comprendre le breton. Donc en fait, on a la carte des peuples. Alors, si on prend par exemple le cas des Portugais, c'est le cas le plus simple. Au Portugal, vivent des Portugais. Donc tout va bien. Les Portugais ont leur pays, c'est parfait. Si on prend le cas de la France, que je viens d'expliquer, bon, la France est très majoritairement peuplée de Français, ou de gens comme les Bretons, les Basques ou les Alsaciens, qui se considèrent malgré tout comme des Français, il n'y a pas de souci. Mais si vous prenez, par exemple, l'Empire d'Autriche, qu'on peine à trouver sur la carte, parce que il y a tellement de couleurs. Regardez l'Empire d'Autriche. On trouve des gens qui parlent les langues germaniques, l'autrichien. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des Autrichiens en Autriche. Jusque-là, tout va bien. Mais dans cet Empire d'Autriche, on va trouver aussi des Italiens, puisque le nord de l'Italie, le nord-est et le nord d'Italie, ça fait partie de l'Empire d'Autriche. Et les Italiens du Nord ne se considèrent pas comme des Autrichiens. On va trouver des Hongrois. On va trouver des Slovènes, des Croates, des Tchèques, des Slovaques. J'ai surligné les contours de l'Empire d'Autriche en rouge pour que vous le voyez bien sur la carte. Il y a plus de 25 peuples différents qui vivent en partie ou en totalité dans l'Empire d'Autriche. Et là, ça pose un grave problème de nationalité. Donc, vous l'aurez compris, ce qu'on appelle un problème de nationalité, c'est quand vous avez des peuples qui sont obligés de vivre ensemble, sous la domination d'un autre,
à l'intérieur des frontières d'un même pays. C'est-à-dire qu'il est très confortable pour un Autrichien de vivre dans l'Empire d'Autriche. Il est probablement plus confortable pour un Autrichien de se dire qu'il est prêt à mourir, à se battre et à mourir pour un drapeau qui est le sien. Mais quand on est un Tchèque, quand on est un Hongrois, un Slovène, un Roumain ou un Italien, c'est certainement beaucoup plus compliqué. Surtout si l'Italien de Venise est obligé, sous peine d'amende, de parler et d'écrire en allemand, c'est-à-dire en autrichien. Il est là le problème de nationalité. C'est que vous avez des peuples qui n'ont pas de pays à eux. C'est le cas très clairement des peuples qui vivent sous domination autrichienne, donc dans l'Empire d'Autriche. C'est vrai aussi pour l'Empire russe, qui n'est pas peuplé que de Russes, loin s'en faut, qui est peuplé d'Estoniens, de Lettons, de Lituaniens, de Biélorusses, d'Ukrainiens, et j'allais oublier les Polonais. Et alors mettez-vous à la place des Polonais, qui avaient un pays à eux du temps de Napoléon, qui ne l'ont plus, des Polonais qui sont catholiques, qui utilisent l'alphabet latin, qui ont une langue qui s'appelle le polonais, et qui du jour au lendemain sont obligés de se mettre à parler le russe. S'ils l'écrivent, c'est l'alphabet cyrillique, c'est pas le même, et ils sont mal vus parce qu'on ne les oblige pas à devenir des orthodoxes, on les autorise à rester catholiques, mais bon, c'est plus tout à fait la même religion. Donc c'est compliqué, c'est ça qu'on appelle un problème de nationalité. Un dernier très bon exemple de problème de nationalité, c'est l'Empire ottoman, l'Empire turc, qui est peuplé de Turcs, mais aussi de Grecs, de Macédoniens, d'Albanais, de Bosniaques, de Serbes, de Bulgares, de Roumains, et j'espère n'avoir oublié personne. Donc très clairement, quand les grands vainqueurs de Napoléon ont redécoupé la carte de l'Europe au profit de leur intérêt, ils ne se sont absolument pas souciés du sentiment national des Européens. Et ils ne se sont pas arrangés pour que les frontières des États coïncident avec les frontières des peuples. Mais les problèmes de nationalité ne se limitent pas forcément aux peuples privés de pays, privés d'État, privés de drapeaux. Il y a aussi un autre visage au problème des nationalités. C'est j'allais dire, c'est presque le problème inverse. C'est quand vous avez un peuple qui est explosé, fragmenté, émietté, dispersé, éparpillé en de nombreux États. Et cette fois-ci, j'ai entouré en rouge le peuple allemand. Bon, j'ai juste enlevé les Autrichiens et les Suisses. Eh bien, comme vous pouvez le voir, et ça explique la colère d'Arminius Riemann, qui jetait dans un grand feu la carte de l'Europe de 1815, c'est que les Allemands n'acceptent pas d'être fragmentés, d'être éparpillés en différents royaumes. Eux qui ont maintenant le sentiment d'appartenir à un même peuple, eh bien, sont éclatés en de multiples frontières et c'est intolérable. Et c'est ce même sentiment de colère, de frustration, c'est ce même problème de nationalité auquel se heurtent les Italiens. Parce que les Italiens, c'est la même chose. La péninsule italienne est fragmentée, vous avez un royaume de Naples, vous avez même le pape qui est toujours à la tête des États de l'Église, ça n'a pas changé, et vous avez même dans le cas des Italiens du Nord, alors là encore pire, le fait que eux, ils sont encore plus fragmentés que les autres puisqu'ils appartiennent carrément à l'Empire d'Autriche. Donc, la carte du Congrès de Vienne n'a pas du tout respecté l'aspiration des peuples européens à vivre ensemble, chacun
chaque peuple dans son pays. Alors, on en a pratiquement terminé avec cette séance consacrée au Congrès de Vienne et au problème des nationalités. Donc j'espère que maintenant vous avez bien compris de quoi il ressort et pour l'un et pour l'autre. Donc le repère du jour, juin 1815, Congrès de Vienne qui prend fin et le traité de la Sainte-Alliance. Voilà, je vous laisse prendre connaissance du texte de la leçon, la trace écrite de la leçon, de la séance, qui concerne donc le Congrès de Vienne et le problème des nationalités. Vous retrouverez les personnages, mais aussi les notions clés que nous avons étudiées tout au long de la séance. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence, cette fois-ci de géographie. Ça nous changera les idées. À bientôt!